Officieusement, voici la lecture du journal de bord secret de l'amiral Byrd qui aurait été réquisitionné par le Pentagone, mais qui aurait refait surface il y a quelques années. Je dois écrire ce carnet de bord secrètement et dans l'ombre. Il concerne mon vol arctique du 19 février 1947. Il viendra le temps où la pensée rationnelle des hommes deviendra insignifiante et que l'on devra accepter l'inévitable vérité. Je ne suis pas libre d'assurer la mise au jour de la documentation suivante qui fait l'objet de cet écrit. Peut-être ne verra-t-elle jamais la lumière de l'analyse publique. Mais je dois faire mon devoir et l'enregistrer ici, pour tout un chacun, afin qu'il puisse un jour en prendre connaissance dans un monde qui, je l'espère profondément, ne laissera pas l'avidité et l'oppression abusive d'une partie de l'humanité nous soustraire ce qui est vrai plus longtemps. Carnet de vol, camp de base arctique, 19 février 1947. 6 heures. Tous les préparatifs sont complètement faits pour un vol en direction du nord et nous décollons avec le plein de carburant à 6h10. 6h20. Le carburant du moteur de tribord semble trop riche. On fait l'ajustement et le Pratt & Whitney file doucement maintenant. 7h30. Le contact radio est vérifié avec le camp de base. Tout est bien et la réception est normale. 7h40. On note une légère fuite d'huile dans le moteur de tribord. L'indicateur de pression d'huile cependant semble normal. 8 heures. Une turbulence légère est notée dans la direction de l'est à une altitude de 2321 pieds. Correction, à 1700 pieds. Aucune autre turbulence, mais le vent d'arrière s'accroît. Léger réglage de contrôle. Les performances de l'avion sont très bien maintenant. 8h15. Contact radio avec le camp de base. Situation normale. 8h30. Nouvelle turbulence. Augmente l'altitude à 2900 pieds. Conditions de vol normales de nouveau. 9h10. Vaste étendue de glace et neige en dessous. Notons la coloration de nature jaunâtre qui se disperse linéairement. Modifions l'itinéraire pour un meilleur examen de cette couleur en dessous. Et notons une couleur rougeâtre ou violette aussi. Nous exécutons 2 tours au-dessus de cette zone et nous reprenons l'itinéraire qu'indique la boussole. Nouveau contact avec le camp de base et transmission des informations relatives aux colorations de la glace et de la neige au sol. 9h13. La boussole magnétique et le gyrocompas commencent à tourner et bouger. Nous sommes incapables de tenir notre route à l'aide des instruments. Faisons le point avec le compas solaire et tout semble bien. Nous effectuons des contrôles particulièrement lents et paresseux, mais il n'y a aucune présence de glace. 9h15. Au loin apparaît ce qui semble être des montagnes. 9h49. Après 29 minutes de vol, notre première impression se confirme. Ce sont bien des montagnes, et pas une illusion. C'est une petite chaîne de montagnes que je n'ai jamais vue auparavant. 9h55. L'altitude change pour arriver à 2950 pieds. Nous rencontrons de fortes turbulences à nouveau. 10 heures. Nous passons au-dessus de la petite chaîne de montagnes, et nous sommes toujours en direction du nord apparemment, au meilleur de notre connaissance. Au-delà de la chaîne de montagnes apparaît une vallée avec un petit fleuve ou rivière se dirigeant vers le centre de la vallée. Il ne devrait pas y avoir de vallée verte en dessous. Quelque chose est définitivement faux et anormal ici. Nous ne devrions survoler que glace et neige. À bâbord, on voit de grands massifs forestiers le long des pentes montagneuses. Nos instruments de navigation tournoient encore. Le gyroscope oscille d'arrière en avant. 10h05. Je modifie l'altitude jusqu'à 1400 pieds et j'exécute une boucle serrée vers la gauche afin de mieux examiner la vallée en dessous. Elle est verte avec soit de la mousse ou soit une sorte d'herbe très dense. La lumière semble différente ici. Je ne peux plus voir le soleil. Nous faisons une autre boucle à gauche et nous repérons ce qui semble être une sorte de grand animal en dessous de nous. On dirait un éléphant. Non! Ça ressemble à un mammouth. C'est incroyable. Cependant, c'en est bien un. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre dans cette vidéo, c'est-à-dire c'est un bref extrait, hein, on nous parle du carnet de bord de l'amiral américain Richard Byrd qui avait survolé le pôle Nord. Il avait découvert une étrange zone arctique, du moins tropicale, au milieu des glaces.
Comme vous venez de le comprendre, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ce mystère de la Terre creuse. Mais bon, pour ceux qui veulent voir la petite vidéo dans son intégralité, je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, dans le texte. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de cet étrange mystère qui semble entourer le vol de l'amiral américain Richard Byrd vers les pôles de la planète. Bien avant ce vol mystérieux de février 1947 vers le pôle Nord, l'amiral Richard Byrd aurait déjà découvert une étrange zone tropicale qui était localisée au milieu des glaces. En effet, l'amiral Byrd, accompagné d'un capitaine de vaisseau et de 2 quartiers-maîtres, avait décidé de lancer une expédition au pôle Nord, dans la région de l'Arctique, le 14 juin 1926. Il marchait depuis des heures sur la banquise, escaladant des montagnes de glace éternelles, dévalant de dangereux pics tout aussi glacés. Et soudain, du haut d'une falaise blanche où l'expédition était parvenue au prix de 1000 dangers, ils vont découvrir un spectacle assez incroyable. Sous leurs yeux médusés s'étendait une longue vallée étroite et profonde, couverte d'une végétation luxuriante et apparemment baignée d'un chaud soleil permanent. C'était une véritable oasis de vie au milieu d'un grand désert de glace. D'un geste machinal, Richard Byrd consultera son thermomètre, qui affichait moins 58 degrés. Son adjoint, le capitaine Fittin, nota sur le journal de marche le 14 juin 1926, à 74 mètres d'altitude, à 12h08. Les 4 hommes se mettront à dérouler les échelles de corde pour rejoindre la merveilleuse prairie qui s'étendait à une centaine de mètres en contrebas, au pied de la muraille de glace au sommet de laquelle ils se trouvaient. Après une longue heure de descente, ils avaient changé de monde. Une plaine où régnait une végétation prolifique et presque paradisiaque s'étalait devant eux. La chaleur douce les obligea à quitter leurs équipements d'explorateurs polaires. Et sous leurs pieds, ils foulaient une herbe drue et grasse, à perte de vue, en croyant à peine leurs yeux. Byrd et ses compagnons apercevaient de petits ruisseaux coupant des prairies, des lacs et des collines boisées. À 1500 mètres environ, ils verront une sorte de tache brune qui se détachait lentement. C'était un étrange animal. Mais la fatigue de chacun, le manque de vivre, l'épuisement des accumulateurs de radio faisaient un devoir au chef de détachement d'ordonner sans perdre un instant le retour au campement de base. Après avoir repris quelques forces et renouvelé leurs équipements, Byrd et ses compagnons prendront à nouveau la route pour tenter de retrouver ce qu'ils appelaient le paradis perdu. Malheureusement pour eux, ils ne vont pas retrouver cette vallée étroite et profonde, couverte d'une végétation incroyable, qui était baignée d'un soleil permanent. C'est en fait une zone tropicale au milieu d'un grand désert de glace. Intrigué par cette vallée tropicale au milieu des glaces, l'amiral Byrd organisera, plusieurs années plus tard, une expédition aérienne qui se fera en février 1947. Et au cours de ce vol arctique de 2700 km au-delà du pôle Nord, l'amiral Byrd finira par retrouver cette fameuse région tropicale qu'il avait déjà découverte en 1926. Et il relatera par radio qu'il ne voyait pas au-dessous de lui de la glace et de la neige, mais des paysages d'hiver où apparaissaient des montagnes, des forêts et une végétation luxuriante, des lacs et des rivières. L'explorateur était entré dans une région beaucoup plus chaude que celle qui s'étendait du pôle à la Sibérie. En janvier 1956, l'amiral Byrd entreprenait une autre exploration, cette fois dans l'Antarctique, et parcourait 3700 km au-delà du pôle Sud. Son expédition de 1956 au-delà du pôle Sud survola une région sans neige ni glace, semblable à celle qu'il avait déjà aperçue au pôle Nord. Région couverte de végétation et de forêts, dotée d'une vie animale et qui ne se trouve nulle part sur le continent antarctique. Pour essayer de comprendre ce qu'avait vu l'amiral Byrd de son avion au milieu des glaces, il nous faut logiquement revoir notre conception de la formation de notre planète. Et d'en élaborer une nouvelle montrant que les extrémités du pôle nord arctique et du pôle sud antarctique ne seraient pas convexes, mais concaves. En fait, l'amiral Byrd n'aurait pas franchi les pôles au sens ordinaire du terme. Il ne passa pas au-dessus pour gagner l'autre côté, mais il entra tout simplement dans les concavités polaires qui s'ouvrent sur l'intérieur creuse de la Terre, là où régnerait un climat tropical et où se développerait une vie végétale, animale et humaine. Les deux vols de l'amiral Byrd au pôle Nord et au pôle Sud prouvent que la configuration de notre globe terrestre dans ces régions a quelque chose de bien mystérieux.
Byrd s'envola vers le pôle Nord, mais ne s'y arrêta pas, Il continua au-delà sur une distance de 2700 km, puis sera obligé de rebrousser chemin parce que sa réserve d'essence diminuait. Bah, pendant presque la totalité du voyage, l'appareil survolera un paysage de montagnes, de forêts, de lacs, de rivières. Mais bon, comme je l'ai dit depuis le début, ils étaient dans une zone qui se trouvait au milieu des glaces. C'est ça qui est beaucoup plus étrange. Cette ouverture qui se trouve au pôle Nord et qui nous conduirait vers une zone tropicale serait en fait liée à l'autre ouverture se trouvant au pôle Sud, c'est-à-dire l'Antarctique, par un long fleuve qui parcourait l'intérieur de la Terre du nord au sud. Bah, ce récit aurait été confirmé par un homme d'origine nordique qui lui évoquera la présence d'une énorme ouverture au pôle Nord. Et il précisera que l'eau de l'océan semble s'y engouffrer pour ensuite former un fleuve. Mais bon, laissons parler cet homme de type nordique. Il raconte son voyage vers la Terre close. Bon, là, c'est le témoignage de l'homme, c'est lui qui parle. J'habitais près du cercle arctique en Norvège. Un été, je décidais avec un ami de faire un voyage en bateau et d'aller aussi loin que possible dans le nord. Nous fîmes donc une provision de nourriture pour un mois et prîmes la mer. Nous avions un petit bateau de pêche muni d'une voile, mais aussi d'un bon moteur. Au bout d'un mois, nous avions pénétré très très en avant dans le nord et nous avions atteint un étrange pays qui nous surprenait par sa température. Parfois, il faisait si chaud la nuit que nous n'arrivions pas à dormir. Les explorateurs arctiques qui se sont enfoncés dans les régions polaires ont fait de semblables observations sur ces hautes températures, qui parfois les poussaient à ôter leurs lourds vêtements. Nous vîmes plus tard quelque chose de si étrange que nous en restâmes muets de stupeur. En pleine mer, devant nous, se dressait soudain une sorte de grande montagne, dans laquelle, à un certain endroit, l'océan semblait se déverser. C'est étrange, ça ressemble un peu au récit de l'amiral Byrd lorsqu'il parle d'une montagne. Vous aviez remarqué, je pense. Bon, je continue le récit. Intrigués, nous continuâmes dans cette direction et nous nous trouvâmes bientôt en train de naviguer dans un vaste canyon qui conduisait au centre du globe. Nous n'étions pas au bout de nos surprises. Nous nous rendîmes compte un peu plus tard qu'un soleil brillait à l'intérieur de la Terre. L'océan qui nous avait transportés au creux de la Terre se rétrécissait et devenait progressivement une sorte de fleuve. Et ce fleuve, comme nous l'apprendrons par la suite, traversait en fait la surface interne du globe d'un bout à l'autre. De telle sorte que si on suivait le cours jusqu'à son terme, on pouvait ressortir par le pôle sud. Comme nous le constatâmes, la surface interne de notre planète comprenait des étendues de terre et d'eau, exactement comme à la surface, du moins à la surface externe. Le soleil était éclatant et la vie animale et végétale s'y développait abondamment. Au fur et à mesure que nous avancions, nous découvrions un paysage fantastique. Fantastique parce que chaque chose prenait des proportions gigantesques. Les plantes, les arbres et aussi les êtres humains étaient énormes. Oui, les êtres humains, car nous en rencontrâmes, et c'étaient des géants. Ils habitaient des maisons, ils vivaient dans des villes semblables à celles que nous avons à la surface, mais de taille beaucoup plus grande. Ils utilisaient un mode de transport électrique à une sorte de monorail qui suivait le bord du fleuve d'une ville à l'autre. Certains d'entre eux aperçurent notre bateau sur le fleuve et furent très étonnés. Bah, ils vont nous accueillir assez amicalement. Nous inviterons à déjeuner chez eux, mais mon compagnon alla dans une maison et moi dans une autre. Bah, j'étais complètement désemparé en voyant la taille énorme de tous les objets. La taille était colossale. Nous étions dans un monde de géants. Bah, on me donna une assiette immense et la portion qu'elle contenait aurait pu me nourrir pendant une semaine. Bah, le géant m'offrit au dessert une grappe de raisin et chaque grappe, chaque grain de raisin était aussi gros qu'une pêche. Le goût en était délicieux. À l'intérieur de la terre, les fruits et les légumes avaient une saveur délicate, un parfum subtil. Nous demeurâmes chez les géants pendant une année, goûtant leur compagnie autant qu'ils appréciaient la nôtre. Et nous observâmes au cours de ce séjour un certain nombre de choses aussi étranges qu'inhabituelles, toujours étonnés par l'ampleur des connaissances scientifiques dont faisaient preuve ces gens. Bah, durant tout ce temps, ils n'affichèrent jamais la moindre hostilité envers nous. Ils ne firent aucune objection quand nous décidâmes de repartir chez nous. Au contraire, ils nous ont offert, même courtoisement, leur protection au cas où nous en aurions besoin. Bah, dans ce bref récit, on apprend qu'en pleine mer se dresserait, au pôle Nord bien entendu,
Une sorte de grande montagne dans laquelle, à un certain endroit, l'océan semble se déverser pour finalement se transformer en un énorme fleuve qui traverserait l'intérieur de la Terre d'un bout à l'autre, c'est-à-dire du nord au sud, hein. Si vous prenez ce fleuve par le nord, vous pouvez ressortir par le sud, hein, en suivant, en restant sur le fleuve, bien entendu, hein. Bah, maintenant, je vais vous lire le tableau de bord de l'amiral Richard Byrd qui survola le pôle Nord en février 47. Bon, dans le petit extrait que je vous ai fait écouter, vous avez entendu une petite partie, hein. Là, je vais essayer d'aller encore un peu plus loin. 9h10, la boussole magnétique et les gyrocompas commençaient à tourner et bouger. Nous sommes incapables de tenir notre route à l'aide des instruments, faisant le point avec le compas solaire et tout semble bien. Nous effectuons des contrôles particulièrement lents et paresseux, mais il n'y a aucune présence de glace. 9h15, au loin apparaît ce qui semble être des montagnes. 9h49, après 29 minutes de vol, notre première impression se confirme. Ce sont bien des montagnes et pas une illusion, hein. C'est une petite chaîne de montagnes que je n'avais jamais vue auparavant. 9h55, l'altitude change pour arriver à 2550 pieds, pardon. Nous rencontrons de fortes turbulences à nouveau. À 10h, nous passons au-dessus de la petite chaîne de montagne et nous sommes toujours en direction du nord. Bah, au-delà de la chaîne de montagne apparaît une vallée avec un petit fleuve, hein, ou rivière se dirigeant vers le centre de la vallée, hein. Il ne devrait pas y avoir de vallée verte en dessous, hein. Quelque chose est définitivement faux et anormal ici, hein. Dans cette région de l'Arctique, nous devrions survoler que de la glace et de la neige, hein. À bâbord, on voit de grands massifs forestiers le long des pentes, hein, montagneuses, hein. Nos instruments de navigation tournent encore, hein. Le gyroscope aussi derrière, en avant. 10h05, je modifie l'altitude jusqu'à 1400 pieds et j'exécute une boucle serrée vers la gauche afin de mieux examiner la vallée en dessous. Elle est verte avec soit de la mousse ou soit une sorte d'herbe très dense, hein. La lumière semble différente. Ici, je ne peux plus voir le soleil. Nous faisons une autre boucle à gauche et nous repérons ce qui semble être une sorte de grand animal en dessous de nous, hein. On dirait un éléphant, non? Ça ressemble à un mammouth. 10h30, nous rencontrons des collines mouvantes vertes maintenant. Le thermomètre extérieur donne 23 degrés Celsius. Nous poursuivons la route en avant. Les instruments de navigation semblent maintenant normaux, hein. Leur mouvement m'intrigue, hein. On essaie de contacter le camp de base, mais la radio reste muette. 11h30, la campagne en dessous est plus nivelée et normale, hein. Et en avant, nous percevons ce qui semble être une ville. C'est impossible. L'avion semble léger, bizarrement flottant. Les contrôles refusent de fonctionner, hein. Mon Dieu. Hors bâbord et à tribord apparaît un étrange type d'avion. Ils approchent rapidement le long de nos côtes, hein. Ils sont en forme de disque, hein. Ils sont resplendissants, hein. Bah, ils sont assez proches maintenant pour que nous puissions voir leurs inscriptions, hein. C'est fantastique. Où sommes-nous? Que nous arrive-t-il, hein? Je tire de nouveau fortement sur les contrôles, hein. Et là, ils ne répondent plus, hein. Nous sommes pris dans une sorte d'invisibilité d'un certain type, hein. 11h35, notre radio se met à crépiter. Une voix anglaise en sort avec ce qui pourrait être peut-être un léger accent nordique ou germanique. Le message est: bienvenue, amiral, dans notre domaine. Nous vous ferons atterrir dans exactement 7 minutes, hein. Détendez-vous, amiral, vous êtes dans de bonnes mains. Je note que les moteurs de notre avion ont stoppé. Bah, l'avion est sous un étrange contrôle et vire maintenant tout seul. Les contrôles sont inopérants. 11h40, nous recevons un autre message radio. Nous commençons le procédé d'atterrissage maintenant et presque aussitôt. L'avion frémit légèrement et commence une descente comme attrapé par quelque chose, quelques grands ascenseurs invisibles. Le mouvement en descente est imperceptible et nous touchons terre en éprouvant seulement une petite secousse. 11h45, j'enregistre rapidement une dernière note dans le carnet de bord, hein. Plusieurs hommes s'approchent à pied de notre avion, hein. Ils sont grands avec la chevelure blonde, hein. À une certaine distance, on aperçoit une grande cité scintillante. Angèle colorée d'arc-en-ciel, hein. Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant, mais je ne vois aucune arme sur ceux qui approchent. J'entends maintenant une voix me commandant personnellement d'ouvrir la porte de la cale de l'avion, et j'obtempère, hein. À partir de maintenant, j'écris ici tous les événements qui suivent de mémoire, hein. L'opérateur radio et moi sortons de notre appareil et sommes reçus de la plus cordiale manière, hein. Nous montons alors sur une petite plateforme mobile de transport sans roue, hein. Elle nous amène vers la ville scintillante avec une grande rapidité, mais comme nous approchons la ville semblait être faite en matière cristalline. Bientôt, nous arrivons à un grand bâtiment qui est d'un type que je n'avais jamais vu auparavant. Il paraît être tiré directement des croquis de Frank Lloyd Wright,
ou peut-être mieux encore d'un film de Buck Rogers, film de science-fiction. Ben, on nous offre un certain type de breuvage chaud, hein, qui avait un goût qui ressemble à rien, hein, mais bon. C'était délicieux. Après environ 10 minutes, deux de nos merveilleux hôtes viennent nous rejoindre et nous annoncent que je dois les accompagner. Bah, je n'avais pas d'autre choix que de m'exécuter, hein. Je quitte mon opérateur radio et nous marchons une courte distance, puis pénétrons dans ce qui semble être un ascenseur, hein. Nous descendons pendant quelque temps, la machine s'arrête et la porte de l'ascenseur glisse silencieusement vers le haut. Puis nous suivons un long couloir éclairé par une lumière rose qui semble émaner des murs eux-mêmes, hein. Un des êtres nous fait signe de nous arrêter devant une grande porte, hein. Au-dessus de la porte se trouve une inscription que je peux lire. Un de mes hôtes parle, n'ayez aucune crainte, amiral, vous allez avoir une audience avec le maître. Je marche à l'intérieur et mes yeux s'ajustent à la belle coloration qui semble remplir la pièce complètement. Alors je commence à voir les alentours, hein. Ce qu'accueillaient mes yeux était le plus beau spectacle de mon existence, hein. Je ne pense pas qu'il existe un terme humain qui puisse le décrire en toute justice dans tous ces détails, hein. Mes pensées sont interrompues d'une façon cordiale par une chaleureuse voix mélodieuse. Je vous souhaite la bienvenue dans notre domaine, amiral, hein. Je vois un homme avec des traits délicats et avec la marque des années sur son visage. Bah, il est assis à une table longue, hein. Il m'invite à m'asseoir sur une des chaises, hein. Dès que je me suis assis, il place le bout de ses doigts ensemble. Il sourit, je parle doucement, de nouveau, il me transmet ce qui suit. Nous vous avons permis d'entrer ici parce que vous êtes de caractère noble et connu du monde de la surface, amiral. Le monde de la surface, j'en ai eu à moitié le souffle coupé. Oui, fut la réponse du maître en souriant, vous êtes dans le domaine des Ariani, c'est-à-dire c'est le monde intérieur de la Terre. Nous ne retarderons pas longtemps votre mission et vous serez escorté en sécurité à la surface et au-delà sur une certaine distance, hein. Mais maintenant, amiral, je vais vous dire pourquoi vous avez été convoqué ici. Votre intérêt commence avec la raison immédiate après que votre race ait fait exploser les premières bombes atomiques, hein, sur Hiroshima et Nagasaki au Japon. C'est à ce moment alarmant que nous avions envoyé nos machines volantes, hein, sur votre monde de surface afin d'étudier ce que votre race avait fait. Bah, c'est bien sûr de l'histoire ancienne, hein, maintenant mon cher amiral, mais je dois poursuivre. Vous voyez que nous n'avions jamais interféré auparavant dans les guerres et barbaries de votre race, hein. Mais maintenant, nous le devons car vous avez appris à falsifier un certain pouvoir qui n'est pas pour l'homme, à savoir l'énergie atomique. Nos émissaires ont déjà livré des messages aux puissances de votre monde et cependant, elles n'en tiennent pas compte. Maintenant, vous avez été choisi pour attester que notre monde existe. Vous voyez, amiral, notre culture et notre science sont en avance de plusieurs milliers d'années sur celle de votre race, hein. Je l'interrompis, mais qu'ai-je à voir avec tout cela, monsieur? Les yeux du maître semblèrent pénétrer profondément mon esprit, et après m'avoir analysé pendant un petit moment, il répondit, votre race a maintenant atteint le point de non-retour, car il y a ceux parmi vous qui seraient prêts à détruire votre propre monde, plutôt que d'abandonner leur prétendu pouvoir. J'acquiesçai, le maître continua en 1945, et par la suite, nous avons essayé de contacter votre race, hein. Mais nos efforts n'ont rencontré qu'hostilité et nos flux furent mitraillés, c'est-à-dire c'est leur vaisseau, hein. Oui, et même poursuivis avec malice, hein. Aussi, maintenant, je vous le dis, mon fils, il y a un grand orage se concentrant sur votre monde. Une fureur noire qui ne s'épuisera pas pendant de nombreuses années. Il n'y aura aucune possibilité de réponse, hein, de la part de vos armées, hein. Il n'y aura aucune protection de la part de votre science, hein. Cette fureur fera possiblement rage jusqu'à ce que chaque fleur de votre culture soit piétinée et que toute chose humaine soit plongée dans un vaste chaos. Bah, votre récente guerre, hein, je parle de là, je pense qu'il fait allusion à la Deuxième Guerre mondiale, n'était seulement qu'un prélude à ce qui doit encore advenir à votre race. Nous, ici, voyons cela plus clairement d'heure en heure, hein. Pensez-vous que je me trompe? Bah là, comme vous voyez dans son petit discours, on a l'impression que ce régent du monde intérieur fait allusion à l'Apocalypse. Il explique à l'amiral Richard Byrd que notre monde toucherait à sa fin et un cataclysme planétaire surviendra dans le futur. Parce que je pense que comme ils ont une technologie très en avance sur la nôtre, je pense qu'ils ont dû avoir quelques visions du futur de notre monde extérieur. Parce que précisons que là, l'amiral Byrd se trouve à l'intérieur de la Terre, c'est-à-dire qu'il se trouve dans la terre dite creuse.
D'ailleurs, vous voyez là, on a une petite image qui pourrait vous faire comprendre ce que ça pourrait être la Terre creuse. Là, on serait dans le pôle Nord, hein, vous voyez là. L'amiral Byrd serait, avec son avion, serait rentré à cet endroit pour pénétrer la zone dite creuse. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Là, je vous ai lu le carnet de bord de l'amiral Byrd, hein. Et maintenant, vous comprenez que cette zone tropicale, du moins cette vallée tropicale, on peut l'atteindre par le pôle Nord ou le pôle Sud, hein. Et bon, vous avez une partie de la mer qui se déverse à l'intérieur de cette terre et qui se transforme en un long fleuve qui traverserait, d'après ce qu'on nous en dit, la planète d'un bout à l'autre, hein. Bah, ça, je pense que dans le futur, on aura peut-être des confirmations sur ce mystère de la Terre creuse, hein. Mais pour cela, je pense qu'il faudra attendre l'avènement de ce grand monarque que tous les visionnaires chrétiens attendent, dont ils avaient prophétisé la venue. Bon, je vous dis à la prochaine pour notre vidéo.